Nous sommes le 23 mai 1618, dans le château de Prague, résidence des rois de Bohême. Une foule de nobles protestants, furieux, monte les escaliers vers les bureaux des gouverneurs impériaux. Leurs visages sont tendus, leurs mains serrées sur les poignets de leurs épées. Depuis des mois, les tensions religieuses s'accumulent. L'empereur catholique Matthias, malade et sans héritier direct, a désigné comme successeur son cousin Ferdinand de Styrie, un dévot fanatique qui a déjà chassé les protestants de ses propres territoires. Les libertés religieuses garanties aux bohémiens sont menacées. Les temples protestants construits sur des terres appartenant à l'Église catholique ont été fermés, certains même démolis. Les pétitions envoyées à Vienne sont restées sans réponse. La patience des nobles protestants est épuisée. Ils font irruption dans la salle du conseil où siègent 3 représentants de l'empereur, Wilhelm Slavata, Jaroslav Boita de Martinis, et leur secrétaire Philippe Fabricius. La confrontation est violente. Les accusations fusent. Les représentants impériaux tentent de se justifier, invoquent l'autorité de l'empereur, menacent de représailles. Mais les nobles n'ont pas l'intention de négocier. Ils ont pris leur décision avant même d'entrer dans la salle. Ils attrapent Martinis par les bras et les jambes. Malgré ses protestations, malgré ses cris, ils le traînent vers la fenêtre. Puis, sous les regards stupéfaits de tous les présents, ils le jettent dans le vide. Slavata subit le même sort quelques instants plus tard. Puis le secrétaire Fabricius, qui tente de s'accrocher au rebord de la fenêtre avant d'être précipité à son tour. La chute est de plus de 15 mètres. Les 3 hommes s'écrasent dans les douves sèches du château, remplis de détritus et d'ordures accumulées au fil des années. Et puis, miracle apparent, les 3 survivent. Blessés, couverts de boue, mais vivants. Les catholiques crieront au miracle divin, affirmant que la Vierge Marie elle-même les a protégés dans leur chute. Les protestants ricaneront, expliquant que c'est le tas de fumier qui les a sauvés. Cette dispute sur l'interprétation de l'événement résume parfaitement ce qui allait suivre, une guerre où même les faits les plus simples seraient contestés selon les lignes confessionnelles. Cet acte, connu sous le nom de défenestration de Prague, est l'étincelle qui va embraser l'Europe. Une simple bagarre dans un château de Bohême va déclencher 3 décennies de carnage, la guerre la plus destructrice que le continent ait connue avant le XXe siècle. Quand les armes se tairont enfin en 1648, un tiers de la population allemande sera morte. Des régions entières seront retournées à l'état sauvage, les villages abandonnés, les champs redevenus forêts. Des villes florissantes seront réduites à des tas de ruines peuplées de quelques survivants hagards. Le Saint-Empire romain germanique, qui dominait le cœur de l'Europe depuis des siècles, ne sera plus qu'une coquille vide, un fantôme politique qui traînera son existence pendant encore 150 ans avant que Napoléon ne lui donne le coup de grâce. Et pourtant, de ce chaos absolu émergera quelque chose de nouveau. La paix de Westphalie, signée en 1648, ne sera pas simplement un armistice épuisé. Elle sera la naissance du système international moderne, la première reconnaissance formelle que les États sont souverains sur leur territoire, que les guerres de religion doivent cesser, que la coexistence entre différentes confessions est possible et même nécessaire. Les principes établis à Westphalie continuent à structurer notre monde aujourd'hui. Chaque fois qu'un diplomate parle de souveraineté nationale, de non-ingérence dans les affaires intérieures, d'équilibre des puissances, il cite, consciemment ou non, les traités de 1648. La guerre de 30 ans est la catastrophe qui a accouché du monde moderne. Avant de plonger dans ces récits de destruction et de renaissance, si vous aimez explorer les vérités cachées de l'histoire, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Pour comprendre comment l'Europe en est arrivée là, nous devons remonter d'un siècle, à un moine allemand nommé Martin Luther et aux 95 thèses qu'il aurait clouées sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517. La réforme protestante, ce mouvement de contestation religieuse qui remit en question l'autorité du pape et les pratiques de l'église catholique, ne fut pas simplement une querelle théologique. Elle brisa l'unité religieuse de l'Europe occidentale, créant des lignes de fracture qui allaient saigner pendant plus d'un siècle. L'Allemagne, ce vaste ensemble de territoires que nous appelons le Saint-Empire romain germanique, fut le cœur de la réforme. Des princes, des villes, des régions entières embrassèrent le protestantisme, parfois par conviction sincère, parfois par calcul politique, pour s'émanciper de l'autorité de l'empereur et de celle du pape qui le soutenait. En quelques décennies, le nord de l'Allemagne devint majoritairement luthérien, tandis que le sud et l'ouest restaient largement catholiques. Des guerres éclatèrent entre les deux camps, culminant dans les années 1540 et 1550 avec les guerres de Smalkalde, du nom de la Ligue protestante qui s'opposait à l'empereur Charles Quint. La paix d'Augsbourg, signée en 1555, tenta de mettre fin à ces conflits en établissant un principe révolutionnaire pour l'époque, cuius regio, eius religio, celui qui règne détermine la religion.
Chaque prince du Saint-Empire pouvait choisir entre le catholicisme et le luthéranisme pour son territoire. Les sujets qui n'acceptaient pas la religion de leur souverain avaient le droit d'émigrer. C'était un compromis pragmatique, qui reconnaissait implicitement l'échec de la contre-réforme à ramener les protestants dans le giron catholique. Mais la paix d'Augsbourg avait des failles fatales. Premièrement, elle ne reconnaissait que deux confessions, le catholicisme et le luthéranisme. Le calvinisme, qui se répandait rapidement en Europe occidentale et commençait à gagner du terrain en Allemagne, était exclu. Les princes calvinistes se retrouvaient dans une zone grise juridique, tolérée en pratique mais sans protection légale. Deuxièmement, la paix contenait une clause appelée réserve ecclésiastique, stipulant que si un évêque ou un abbé catholique se convertissait au protestantisme, il devait abandonner ses terres et ses revenus plutôt que de les convertir avec lui. Cette clause était constamment violée par les protestants et constamment invoquée par les catholiques, créant une source permanente de conflits. Troisièmement, et peut-être le plus important, la paix d'Augsbourg ne réglait pas la question des terres ecclésiastiques sécularisées avant 1555. Les princes protestants avaient confisqué d'immenses propriétés appartenant à l'Église catholique, monastères, évêchés, terres agricoles. Les catholiques considéraient ces confiscations comme des vols qui devaient être réparés. Les protestants les considéraient comme des acquisitions légitimes, protégées par le traité de paix. Cette divergence d'interprétation empoisonnait les relations entre les deux camps et garantissait que tout conflit futur serait aussi une guerre pour le contrôle de la terre et de la richesse. Le Saint-Empire romain germanique lui-même était une structure politique d'une complexité byzantine. Ce n'était pas un État unifié comme la France ou l'Angleterre. C'était une confédération large de plusieurs centaines d'entités politiques de tailles très diverses, des royaumes comme la Bohême, des électorats puissants comme la Saxe ou le Brandebourg, des principautés ecclésiastiques gouvernées par des évêques, des villes libres impériales qui ne reconnaissaient que l'autorité nominale de l'empereur, des territoires minuscules ne comptant que quelques villages. Certains princes étaient protestants, d'autres catholiques. Certains étaient fidèles à l'empereur, d'autres jalousement attachés à leur indépendance. À la tête de cette structure se trouvait l'empereur, élu par sept princes électeurs, dont 3 ecclésiastiques et 4 laïcs. Mais les pouvoirs de l'empereur étaient limités. Il ne pouvait pas lever d'impôts sans le consentement de la diète impériale. Il ne pouvait pas déclarer la guerre au nom de l'Empire. Il dépendait de ses propres territoires héréditaires pour financer ses ambitions. Depuis le XVe siècle, le titre impérial était devenu l'apanage de la maison de Habsbourg, qui régnait sur l'Autriche, la Bohême, la Hongrie, par une autre branche, sur l'Espagne et ses immenses possessions coloniales. Les Habsbourg étaient la dynastie la plus puissante d'Europe, mais leur pouvoir en tant qu'empereur était frustrant, limité à chaque tournant par les privilèges des princes. Le rêve des Habsbourg était de transformer cette confédération lâche en un véritable État centralisé, catholique, obéissant à leur autorité. Ce rêve se heurtait à la résistance des princes, protestants et catholiques confondus, qui n'avaient aucune intention de renoncer à leur liberté traditionnelle. La question religieuse et la question constitutionnelle étaient donc inextricablement liées. Renforcer le catholicisme signifiait renforcer l'empereur. Défendre le protestantisme signifiait défendre les libertés des princes. Cette imbrication explique pourquoi la guerre qui allait éclater ne serait pas simplement une guerre de religion, mais aussi une guerre civile allemande et une lutte pour l'hégémonie européenne. Dans les décennies précédant 1618, les tensions s'accumulaient comme les nuages avant l'orage. En 1608, les princes protestants formèrent l'Union protestante, une alliance défensive dirigée par l'électeur palatin Frédéric IV. En réponse, les princes catholiques formèrent la Ligue catholique l'année suivante, sous la direction du duc Maximilien de Bavière. Ces deux alliances se regardaient avec méfiance, s'armaient, attendaient l'étincelle qui embraserait le conflit. Des incidents se multipliaient, des processions religieuses attaquées, des temples saccagés, des pamphlets incendiaires distribués. L'atmosphère était à la paranoïa et à la haine. L'empereur Rodolphe II, un Habsbourg excentrique plus intéressé par l'alchimie et l'astrologie que par le gouvernement, avait perdu le contrôle de la situation. Son frère Mathias le força à abdiquer en 1612 et monta sur le trône, mais il était vieux, malade, sans enfant. La question de sa succession devint cruciale. Les Habsbourg voulaient que le trône passe à Ferdinand de Styrie, un cousin qui avait fait ses preuves comme champion de la contre-réforme. Dans ses propres territoires, Ferdinand avait fermé les temples protestants, expulsé les pasteurs, donné aux protestants le choix entre la conversion et l'exil. Les protestants allemands regardaient avec horreur la perspective de voir cet homme devenir empereur. La Bohême était le point focal des tensions. Ce royaume, l'un des plus riches et des plus peuplés de l'Empire, avait une forte majorité protestante, mélange de luthériens, de calvinistes et de hussites, les disciples de Jean Hus, le réformateur brûlé comme hérétique un siècle avant Luther. Les rois de Bohême avaient accordé aux protestants bohémiens une large tolérance religieuse, codifiée dans la lettre de Majesté de 1609. Mais Ferdinand,
devenu roi de Bohême en 1617 en attendant de succéder à Mathias comme empereur, n'avait aucune intention de respecter ces garanties. Pour lui, la tolérance religieuse était une aberration, un péché qui offensait Dieu et mettait en danger le salut des âmes. Il fallait y mettre fin. Les premiers signes de la politique de Ferdinand apparurent rapidement. Un temple protestant construit sur les terres de l'archevêché de Prague fut fermé. Un autre, dans une ville de province, fut démoli. Les protestants protestèrent, envoyèrent des pétitions à Vienne. Mathias, mourant, délégua les affaires à Ferdinand. Et Ferdinand répondit en interdisant toute nouvelle assemblée des États de Bohême sans son autorisation, coupant ainsi les protestants de leur principal moyen de résistance légale. C'est dans ce contexte d'exaspération et de peur que les nobles protestants de Bohême décidèrent d'agir. Le 23 mai 1618, ils se réunirent au château de Prague, officiellement pour discuter de leurs griefs, en réalité pour lancer une révolution. La défenestration des représentants impériaux n'était pas un acte spontané de colère. C'était un geste symbolique délibéré, qui rappelait une défenestration similaire survenue à Prague en 1419, au début des guerres hussites. Les nobles savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils déclaraient la guerre. Les jours suivants virent la formation d'un gouvernement provisoire protestant, l'expulsion des jésuites de Bohême, la levée d'une armée pour défendre le royaume. Les nobles bohémiens cherchèrent des alliés parmi les autres princes protestants de l'Empire, espérant transformer leur révolte locale en un soulèvement général contre les Habsbourg. Mais la réaction fut tiède. L'Union protestante, divisée et prudente, hésitait à s'engager dans un conflit ouvert avec l'empereur. La plupart des princes préféraient attendre, voir comment les choses évolueraient, ne pas risquer leur propre territoire pour une querelle bohémienne. L'empereur Mathias mourut en mars 1619, et Ferdinand lui succéda comme empereur Ferdinand II. Quelques mois plus tard, les États de Bohême le déposèrent officiellement comme roi et élurent à sa place Frédéric V, l'électeur palatin, chef de l'Union protestante et gendre du roi d'Angleterre Jacques Ier. Ce choix était à la fois audacieux et désastreux. Audacieux parce que Frédéric était le prince protestant le plus éminent de l'Empire, dont l'élection transformait la révolte bohémienne en un défi direct à l'autorité impériale. Désastreux parce que Frédéric était jeune, inexpérimenté, et disposait de ressources limitées pour défendre un royaume éloigné de ses propres terres du Palatinat. Frédéric accepta la couronne, malgré les conseils de prudence de plusieurs de ses alliés, y compris sa propre mère. En novembre 1619, il fit son entrée à Prague et fut couronné roi de Bohême dans la cathédrale Saint-Guy. Les festivités furent grandioses, l'optimisme débordant. Les protestants d'Europe célébraient ce qu'ils voyaient comme une victoire de la vraie foi contre le papisme habsbourgeois. Mais Ferdinand n'avait aucune intention de laisser cette provocation impunie. Il mobilisait ses forces, ralliant à sa cause la Ligue catholique de Maximilien de Bavière, surtout, l'Espagne des Habsbourg, dont les troupes stationnées aux Pays-Bas et en Italie du Nord représentaient la force militaire la plus redoutable d'Europe. L'affrontement décisif eut lieu le 8 novembre 1620, moins d'un an après le couronnement de Frédéric. Sur une colline à l'ouest de Prague appelée la Montagne Blanche, l'armée bohémienne, mal équipée et mal commandée, affronta les forces combinées de l'empereur et de la Ligue catholique. La bataille fut brève et cataclysmique. En moins de 2 heures, l'armée protestante fut mise en déroute. Frédéric, qui observait le combat de Prague, dut fuir précipitamment, abandonnant ses bagages, sa correspondance, même les insignes royaux qu'il n'avait pas eu le temps de rassembler. Il ne reverrait jamais la Bohême. La victoire de la Montagne Blanche donna le ton de ce qui allait suivre. Ferdinand était un homme de conviction, convaincu que Dieu lui avait donné la victoire pour restaurer la vraie foi. Il n'avait aucune intention de faire preuve de clémence. Les chefs de la rébellion furent arrêtés, jugés, exécutés. Le 21 juin 1621, sur la place de la vieille ville de Prague, 27 nobles et bourgeois bohémiens furent décapités ou pendus en une seule journée sanglante. Leurs têtes furent empalées sur des pics et exposées sur la tour du pont Charles, où elles resteraient pendant 10 ans, avertissement macabre à quiconque penserait à défier l'autorité impériale. Mais l'exécution des chefs n'était que le début. Ferdinand entreprit de remodeler la Bohême selon ses convictions. Les propriétés des rebelles furent confisquées et redistribuées à des fidèles catholiques, souvent des aventuriers étrangers venus faire fortune dans le chaos. Les protestants furent contraints de se convertir ou d'émigrer. Des dizaines de milliers de bohémiens choisirent l'exil, vidant le pays de son élite intellectuelle et économique. La lettre de majesté fut déchirée. Les jésuites revinrent, ouvrant des écoles et des missions pour reconquérir les âmes. En quelques années, la Bohême, autrefois bastion du protestantisme, devint un pays presque entièrement catholique, au prix d'une dévastation culturelle et économique dont elle ne se remettrait pas pendant des générations. Frédéric, pendant ce temps, errait en exil, suppliant les cours européennes de l'aider à récupérer ses territoires. Son propre Palatinat avait été envahi par les troupes espagnoles et bavaroises. Maximilien de Bavière, récompensé pour son soutien à l'empereur,
reçut le titre d'électeur que Frédéric avait perdu. Le roi déchu, surnommé ironiquement le roi d'un hiver pour la brièveté de son règne, devint un symbole pathétique, un avertissement sur les dangers de l'ambition mal calculée. Il mourut en exil en 1632, n'ayant jamais récupéré ni la Bohême ni le Palatinat. La guerre, cependant, ne faisait que commencer. Ce qui aurait pu rester une révolte bohémienne réprimée était devenu un conflit européen. L'invasion du Palatinat avait alarmé les princes protestants de l'Empire, qui voyaient leur propre territoire menacé. L'Angleterre, la Hollande, le Danemark regardaient avec inquiétude la montée en puissance des Habsbourg catholiques. La France, bien que catholique, redoutait l'encerclement par les possessions habsbourgeoises. Des intérêts contradictoires s'entremêlaient, chaque puissance cherchant à affaiblir ses rivaux ou à profiter du chaos pour agrandir ses propres territoires. Et au milieu de tout cela, les populations d'Allemagne commençaient à payer le prix du conflit. Les armées de l'époque vivaient sur le pays, ce qui signifiait qu'elles prenaient ce dont elles avaient besoin aux populations civiles. Les soldats n'étaient pas payés régulièrement, et quand ils l'étaient, leur solde était souvent insuffisante pour couvrir leurs besoins. Ils compensaient en pillant, en volant, en extorquant. Les villages qui se trouvaient sur le passage d'une armée, amis ou ennemis, étaient systématiquement dépouillés de leur nourriture, de leur bétail, de leurs objets de valeur. Ceux qui résistaient étaient battus, torturés, tués. Les femmes étaient violées. Les maisons étaient incendiées. Ce n'était encore que le début. La guerre de 30 ans durerait encore 28 ans après la Montagne Blanche. Elle passerait par plusieurs phases, impliquant successivement le Danemark, la Suède, la France. Elle détruirait des régions entières, réduirait des villes florissantes à des tas de décombres, transformerait l'Allemagne en un charnier à ciel ouvert. Et quand elle se terminerait enfin, en 1648, personne ne pourrait vraiment prétendre avoir gagné. Tout le monde aurait simplement survécu. La victoire impériale à la Montagne Blanche et l'écrasement de la Bohême auraient pu mettre fin au conflit. Ferdinand II était maître de la situation. Les protestants allemands, terrifiés par l'exemple bohémien, se tenaient tranquilles. L'Union protestante s'était dissoute, ses membres préférant se soumettre plutôt que de risquer la destruction. Le Palatinat était occupé, son électeur en exil, son titre transféré à la Bavière catholique. L'empereur semblait avoir gagné. Mais la guerre avait sa propre logique, une logique qui échappait au contrôle de ceux qui l'avaient déclenchée. L'expansion du pouvoir habsbourgeois alarmait les puissances extérieures à l'Empire. L'Angleterre protestante voyait avec colère l'humiliation de Frédéric, qui avait épousé la fille du roi Jacques Ier. Les Provinces-Unies, ces républiques calvinistes du nord des Pays-Bas qui luttaient contre l'Espagne pour leur indépendance, craignaient que la victoire habsbourgeoise en Allemagne ne renforce leurs ennemis. Et au nord de l'Europe, les royaumes scandinaves regardaient avec inquiétude la montée en puissance de l'empereur, qui menaçait de transformer la Baltique en un lac catholique. Le premier à intervenir fut Christian IV, roi de Danemark et de Norvège. Christian était l'un des monarques les plus riches d'Europe, grâce aux revenus considérables que lui procurait le contrôle du détroit du Sinde, passage obligé pour tout le commerce entre la Baltique et la mer du Nord. Il était aussi duc de Holstein, ce qui lui donnait un pied dans l'Empire et un prétexte légal pour intervenir. Protestant convaincu, il voyait dans l'expansion catholique une menace pour sa propre sécurité et pour celle de ses coreligionnaires allemands. Et il rêvait d'agrandir son influence dans le nord de l'Allemagne, de devenir le champion du protestantisme contre les Habsbourg. En 1625, Christian envahit l'Allemagne à la tête d'une armée financée par l'Angleterre et les Provinces-Unies. Son objectif était de soutenir les princes protestants du Nord, de repousser les forces impériales et de rétablir un équilibre confessionnel dans l'Empire. C'était un calcul raisonnable sur le papier. L'empereur Ferdinand, malgré ses victoires, avait des ressources limitées. La Ligue catholique de Maximilien de Bavière était puissante mais prudente, peu désireuse de s'aventurer trop loin de ses bases. Une intervention énergique du Danemark, soutenue par des subsides étrangers, pourrait renverser la situation. Mais Christian avait sous-estimé un facteur crucial, Albrecht von Wallenstein. Cet homme, l'un des personnages les plus fascinants et les plus controversés de l'histoire européenne, allait transformer la guerre de 30 ans par sa seule présence. Wallenstein n'était pas un prince, pas un général traditionnel. C'était un entrepreneur de guerre, un capitaliste de la violence, un homme qui avait compris avant tout le monde que la guerre pouvait être une affaire profitable si elle était gérée comme une entreprise. Né dans une famille de petite noblesse bohémienne protestante, Wallenstein s'était converti au catholicisme dans sa jeunesse, un choix pragmatique qui lui ouvrit les portes de la faveur impériale. Il avait fait fortune après la Montagne Blanche, rachetant à bas prix les propriétés confisquées aux rebelles protestants. En quelques années, il était devenu l'un des hommes les plus riches de Bohême, propriétaire de vastes domaines qui produisaient du blé, de la bière, du textile. Mais la richesse seule ne lui suffisait pas. Wallenstein voulait le pouvoir, la gloire, et peut-être quelque chose de plus, la reconnaissance d'un monde qu'il avait traité comme un parvenu.
En 1625, Wallenstein fit à Ferdinand une offre extraordinaire. Il lèverait une armée pour l'empereur, à ses propres frais, sans que le trésor impérial ait à débourser un seul thaler. En échange, il aurait le commandement suprême de cette armée et le droit de se rembourser sur les territoires conquis. C'était une proposition que Ferdinand, chroniquement à court d'argent, ne pouvait pas refuser. En quelques mois, Wallenstein rassembla une force de plus de 50 000 hommes, recrutés dans toute l'Europe, mercenaires de toutes nationalités attirés par la promesse du butin. Le secret de Wallenstein résidait dans son système de financement. Son armée ne dépendait pas de subsides réguliers envoyés depuis Vienne. Elle se finançait elle-même par les contributions, un euphémisme pour désigner le pillage systématique des territoires qu'elle traversait. Chaque région occupée par les troupes de Wallenstein devait payer pour les nourrir, les loger, les équiper. Ceux qui ne payaient pas voyaient leurs villages brûlés, leurs habitants massacrés. La terreur était un outil de gestion financière autant que militaire. Les populations préféraient payer plutôt que de subir les conséquences d'un refus. Ce système avait une logique impitoyable. Plus l'armée était grande, plus elle pouvait extorquer de contributions. Plus elle extorquait de contributions, plus elle pouvait recruter de soldats. La guerre se nourrissait d'elle-même, grandissant comme un cancer qui dévore son hôte. Wallenstein comprenait parfaitement cette dynamique. Il disait que la guerre devait nourrir la guerre, que 50 000 hommes étaient plus faciles à entretenir que 20 000, parce qu'ils pouvaient couvrir plus de territoire et extraire plus de ressources. C'était une doctrine terrifiante, mais d'une efficacité redoutable. Face à cette machine de guerre, Christian IV de Danemark n'avait aucune chance. Ses armées, plus petites et moins bien organisées, furent repoussées bataille après bataille. En 1626, Wallenstein écrasa les Danois à Dessau, sur l'Elbe. La même année, le comte de Tilly, commandant de la Ligue catholique, infligea une autre défaite à Christian à lutter. Le roi danois fut contraint de battre en retraite vers le nord, abandonnant ses alliés allemands à leur sort. Les forces impériales poursuivirent, envahissant le Jutland danois, menaçant Copenhague elle-même. En 1629, Christian dut signer la paix de Lübeck, abandonnant ses ambitions allemandes et promettant de ne plus intervenir dans les affaires de l'Empire. C'était une humiliation totale, tempérée seulement par le fait que Ferdinand lui permit de conserver ses territoires héréditaires. L'empereur était généreux parce qu'il avait d'autres projets. Avec la menace danoise écartée, il était libre de réaliser son rêve, la restauration complète du catholicisme dans l'Empire. L'édit de restitution, promulgué en mars 1629, était l'expression de ce rêve. Cet édit ordonnait la restitution de toutes les terres ecclésiastiques sécularisées par les protestants depuis 1552. C'était une révolution juridique qui menaçait de rayer du jour au lendemain des décennies de gains protestants. Des dizaines d'évêchés, des centaines de monastères, des milliers de domaines devaient retourner à l'Église catholique. Les princes protestants qui avaient bâti leur puissance sur ces propriétés confisquées se voyaient soudain menacés de ruine. L'édit de restitution était à la fois l'apogée du pouvoir de Ferdinand et le début de sa chute. En forçant la question religieuse, l'empereur aliéna non seulement les protestants, qui n'avaient plus rien à perdre, mais aussi de nombreux catholiques modérés qui craignaient que cette politique extrémiste ne prolonge indéfiniment la guerre. Même Maximilien de Bavière, le plus fidèle allié catholique de Ferdinand, exprimait des réserves. L'édit créait une coalition d'adversaires unis par leur opposition commune à l'absolutisme impérial. Et puis il y avait Wallenstein. Le généralissime était devenu trop puissant, trop indépendant. Son armée de 100 000 hommes ne répondait qu'à lui. Il traitait avec les princes étrangers comme un souverain, négociait des trêves sans consulter l'empereur, accumulait des titres et des domaines. Ferdinand avait créé un monstre qu'il ne contrôlait plus. Sous la pression des princes, catholiques et protestants confondus, qui craignaient la dictature militaire de Wallenstein, l'empereur fut contraint de le destituer en 1630. Le généralissime se retira dans ses domaines bohémiens, attendant son heure. C'est à ce moment critique que surgit le sauveur des protestants, un homme qui allait transformer la guerre et laisser une empreinte indélébile sur l'histoire militaire européenne, Gustave Adolphe, roi de Suède, le lion du Nord. La Suède de Gustave Adolphe n'était pas la puissance majeure qu'elle deviendrait pendant quelques décennies. C'était un royaume nordique relativement pauvre, avec une population d'à peine 1 million d'habitants, perdu dans les forêts et les neiges de la Scandinavie. Mais ce royaume avait quelque chose que les autres puissances européennes n'avaient pas, un roi de génie et une armée révolutionnaire. Gustave Adolphe était monté sur le trône à l'âge de 16 ans, en 1611, au milieu d'une guerre désastreuse contre le Danemark. Il avait passé les 2 décennies suivantes à transformer la Suède, modernisant son administration, développant son économie, et surtout, réformant son armée. Le résultat était une force militaire sans équivalent en Europe, une machine de guerre qui combinait discipline, mobilité et puissance de feu d'une manière que personne n'avait jamais vue. L'armée suédoise de Gustave Adolphe était fondée sur la conscription nationale,
contrairement aux armées de mercenaires qui dominaient le continent. Chaque paroisse devait fournir un quota d'hommes, qui servaient pour des périodes définies avant de retourner à leur ferme. Ces soldats n'étaient pas des aventuriers sans attache, mais des paysans défendant leur foi et leur patrie. Leur morale était plus solide, leur discipline meilleure, leur loyauté plus fiable que celle des mercenaires cosmopolites de Wallenstein. Mais c'était sur le plan tactique que Gustave Adolphe avait vraiment innové. Il avait étudié les réformes militaires de Maurice de Nassau aux Pays-Bas et les avait poussées plus loin. Son infanterie était organisée en formations plus petites et plus flexibles que les tercios espagnols, ces carrés massifs de piquiers et de mousquetaires qui dominaient les champs de bataille depuis un siècle. Ces mousquetaires étaient équipés d'armes plus légères et plus rapides à recharger. Ces piquiers étaient entraînés à charger aussi bien qu'à défendre. Et surtout, il avait intégré l'artillerie d'une manière révolutionnaire. Les canons de Gustave Adolphe étaient plus légers, plus mobiles, capables de suivre l'infanterie et de la soutenir à chaque phase de la bataille. Il avait développé des canons régimentaires, des pièces légères assignées directement aux unités d'infanterie, qui pouvaient tirer à mitraille sur les formations ennemies à courte portée. Cette puissance de feu mobile donnait aux Suédois un avantage décisif dans le combat rapproché, compensant leur infériorité numérique face aux masses de mercenaires impériaux. La cavalerie suédoise était également réformée. Au lieu de caracoler devant l'ennemi en tirant des coups de pistolet inefficaces, comme le faisaient les cavaliers de l'époque, les cavaliers de Gustave Adolphe chargeaient à l'épée, au galop, cherchant le choc frontal plutôt que la guerre à distance. Cette agressivité, combinée à une discipline de fer, faisait des cavaliers suédois l'élite des champs de bataille européens. En juillet 1630, Gustave Adolphe débarqua en Poméranie avec une armée de 13 000 hommes. C'était une force modeste, mais elle était qualitativement supérieure à tout ce que l'Empire pouvait lui opposer. Le roi avait plusieurs motivations pour intervenir. Il voulait protéger le protestantisme, qu'il considérait sincèrement comme la vraie foi. Il voulait sécuriser les rives sud de la Baltique, empêchant les Habsbourg de développer une puissance navale qui menacerait la Suède. Et il voulait la gloire, cette immortalité que seuls les grands conquérants peuvent atteindre. Les premiers mois de la campagne suédoise furent difficiles. Les princes protestants allemands, échaudés par l'exemple danois, hésitaient à se joindre à ce nouveau champion étranger. Les électeurs de Saxe et de Brandebourg, les plus puissants princes luthériens, refusaient de s'engager, craignant les représailles impériales. Gustave Adolphe dut opérer avec des ressources limitées, consolidant sa base en Poméranie, attendant que les événements forcent les indécis à choisir leur camp. L'événement décisif fut le sac de Magdebourg. Cette grande ville protestante, l'une des plus riches d'Allemagne, avait défié les forces impériales et résisté à un long siège. En mai 1631, les troupes de Tilly prirent la ville d'assaut. Ce qui suivit fut l'un des plus grands massacres de la guerre. Les soldats impériaux, furieux de la résistance prolongée et assoiffés de butin, se déchaînèrent. Pendant plusieurs jours, ils pillèrent, violèrent, tuèrent sans discrimination. Des incendies éclatèrent, peut-être allumés accidentellement, peut-être délibérément, et dévastèrent la ville. Quand la fumée se dissipa, Magdebourg n'existait plus. Sur une population d'environ 30 000 habitants, moins de 5 000 avaient survécu. Le sac de Magdebourg horrifia l'Europe protestante. L'expression magdebourgisée devint un verbe signifiant détruire totalement. Les princes allemands qui avaient hésité à s'engager se retrouvèrent face à un choix brutal, rejoindre Gustave Adolphe ou subir le sort de Magdebourg. L'électeur Jean-Georges de Saxe, le plus puissant prince luthérien, finit par s'allier aux Suédois. Avec les troupes saxonnes s'ajoutant aux siennes, Gustave Adolphe disposait enfin d'une force capable d'affronter l'armée impériale en bataille rangée. Cette confrontation eut lieu le 17 septembre 1631, près du village de Breitenfeld, au nord de Leipzig. L'armée de Tilly, forte d'environ 35 000 hommes, affronta les forces combinées suédoises et saxonnes, légèrement supérieures en nombre. La bataille commença mal pour les protestants. La cavalerie impériale mit en déroute les Saxons, qui s'enfuirent du champ de bataille en désordre, abandonnant leurs alliés suédois. Tilly, voyant la moitié de l'armée ennemie fuir, crut la victoire acquise et lança ses tertiaux contre ce qui restait. Mais les Suédois ne rompirent pas. Leurs formations flexibles pivotèrent pour faire face à l'attaque, leurs canons régimentaires fauchant les rangs impériaux, leur cavalerie chargeant les flancs exposés. Ce qui aurait dû être une déroute devint une contre-offensive. L'infanterie impériale, coincée dans ses formations rigides, incapable de manœuvrer face à la mobilité suédoise, fut systématiquement détruite. Quand le soleil se coucha sur Breitenfeld, l'armée de Tilly avait cessé d'exister. 7 000 impériaux étaient morts, des milliers d'autres capturés. Les Suédois avaient perdu moins de 3 000 hommes. Breitenfeld fut un choc comparable à celui de la Montagne Blanche, mais dans la direction opposée. En une seule journée, l'invincibilité des armées impériales avait été brisée. Les protestants, qui avaient subi défaite après défaite pendant une décennie, voyaient soudain la possibilité de la victoire. Gustave Adolphe devint un héros,
le champion envoyé par Dieu pour sauver la vraie foi. Des pamphlets le célébraient comme un nouveau Gédéon, un nouveau Josué, un instrument de la providence divine. L'année suivante vit les Suédois déferler sur l'Allemagne comme un raz de marée. Gustave Adolphe marcha vers le sud-ouest, traversant la Franconie, envahissant la Bavière, le cœur catholique de l'Empire. En mai 1632, il entra à Munich, la capitale de Maximilien, forçant le duc à fuir. L'empereur Ferdinand, désespéré, rappela Wallenstein, lui offrant des pouvoirs presque illimités pour lever une nouvelle armée et sauver la situation. Wallenstein accepta, mais à ses propres conditions. Il serait le maître absolu de l'armée, sans interférence de Vienne. Il aurait le droit de négocier avec l'ennemi, de conclure des armistices, de poursuivre sa propre politique. Ferdinand, au bord du gouffre, accepta tout. En quelques mois, Wallenstein rassembla une force de plus de 50 000 hommes, un miracle d'organisation qui témoignait de son génie administratif autant que de la terreur qu'inspirait son nom. Les deux plus grands capitaines de l'époque se faisaient maintenant face. Gustave Adolphe et Wallenstein, le lion du Nord et le condottiere bohémien, s'affrontèrent dans une guerre de manœuvre à travers la Saxe et la Bavière. Wallenstein évitait la bataille rangée, sachant que les tactiques suédoises lui étaient supérieures. Il harcelait les lignes de ravitaillement de Gustave, menaçait ses alliés, attendait que l'hiver force les Suédois à se disperser. La confrontation finale eut lieu le 16 novembre 1632, près de la ville de Lutzen, au sud-ouest de Leipzig. Gustave Adolphe, apprenant que Wallenstein avait divisé ses forces, décida d'attaquer avant que le généralissime ne puisse se regrouper. La bataille s'engagea dans un brouillard épais qui réduisait la visibilité à quelques dizaines de mètres. Les formations se heurtèrent dans un chaos confus, les hommes se battant sans savoir ce qui se passait au-delà de leur environnement immédiat. C'est dans ce brouillard que Gustave Adolphe trouva la mort. Menant une charge de cavalerie sur l'aile droite, il fut séparé de son escorte, peut-être aveuglé par le brouillard, peut-être emporté par l'ardeur du combat. Des cavaliers impériaux l'entourèrent. Le roi, déjà blessé au bras, reçut une balle dans le dos, puis une autre dans la tête. Il tomba de son cheval et fut achevé à terre. Son corps, dépouillé de ses vêtements et de ses bijoux, ne fut retrouvé que plusieurs heures plus tard, sous un tas de cadavres. La mort de Gustave Adolphe aurait pu être un désastre pour les Suédois. Mais l'armée, galvanisée par la rage et le désespoir, continua le combat. Les généraux suédois rallièrent les troupes, lancèrent des contre-attaques furieuses. À la fin de la journée, Wallenstein, ayant subi des pertes considérables, ordonna la retraite. Lutzen fut techniquement une victoire suédoise, mais une victoire creuse. Le roi était mort. Le lion du Nord ne rugirait plus. La mort de Gustave Adolphe marqua un tournant dans la guerre. Les Suédois continuèrent à se battre, dirigés par le chancelier Axel Oxenstierna au nom de la jeune reine Christine, fille de Gustave, qui n'avait que 6 ans. Mais l'élan était brisé. Sans le génie et le charisme du roi, les campagnes suédoises devinrent des opérations de routine, efficaces mais sans vision stratégique d'ensemble. Wallenstein lui-même ne survécut pas longtemps à son adversaire. Sa conduite pendant les mois suivant Lutzen devint de plus en plus erratique. Il négociait secrètement avec les Français, les Suédois, les princes protestants, apparemment prêts à changer de camp si les conditions étaient favorables. Ses motivations exactes restent obscures. Voulait-il devenir roi de Bohême, comme certains l'accusèrent ? Cherchait-il simplement à mettre fin à une guerre qu'il considérait comme sans issue ? Ou était-il simplement un homme usé, malade, perdant prise sur la réalité ? Quoi qu'il en fût, Ferdinand décida qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. En janvier 1634, l'empereur le destitua secrètement et ordonna son arrestation, morte ou vive. Les officiers de Wallenstein, apprenant la nouvelle, eurent à choisir entre leur général et leur empereur. La plupart choisirent l'empereur. Dans la nuit du 25 février 1634, un groupe d'officiers irlandais et écossais fit irruption dans la chambre de Wallenstein à Égée, en Bohême, et l'assassinat. Le plus grand entrepreneur militaire de l'histoire européenne mourut en chemise de nuit, poignardé par des hommes qui l'avaient enrichi. La mort de Wallenstein, suivie de la défaite suédoise à Nordlingen en septembre 1634, sembla annoncer une nouvelle victoire impériale. La paix de Prague, signée en 1635 entre l'empereur et la plupart des princes protestants allemands, parut mettre fin au conflit. L'édit de restitution fut suspendu. Les princes retrouvèrent leur territoire. La guerre semblait terminée. Mais elle ne l'était pas. Car la France, la grande puissance catholique qui avait observé le conflit depuis ses frontières, décida finalement d'intervenir directement. Et cette intervention allait prolonger la guerre de 13 ans supplémentaires, transformant un conflit religieux allemand en une lutte pour l'hégémonie européenne. La France du cardinal de Richelieu n'était pas entrée dans la guerre de 30 ans pour défendre le protestantisme. Richelieu était un prince de l'Église, un cardinal catholique qui avait écrasé les protestants français lors des guerres de religion. Mais Richelieu était aussi, et surtout,
un homme d'État pour qui la raison d'État primait sur toute considération religieuse. Et la raison d'État française exigeait l'affaiblissement des Habsbourg. La France était encerclée. Au sud, l'Espagne des Habsbourg contrôlait la péninsule ibérique et le nord de l'Italie. À l'est, les Habsbourg d'Autriche dominaient l'Empire. Au nord, les Pays-Bas espagnols menaçaient la frontière. Le rêve de Charles Quint, celui d'une monarchie universelle habsbourgeoise dominant l'Europe chrétienne, n'était pas mort avec lui. Ses descendants poursuivaient le même objectif, et la victoire impériale dans la guerre de 30 ans aurait rendu ce rêve réalité. Richelieu avait soutenu les ennemis des Habsbourg depuis le début du conflit, finançant les Danois, puis les Suédois, sans engager directement les forces françaises. Mais après Nordlingen et la paix de Prague, ce soutien indirect ne suffisait plus. Si la France voulait empêcher l'hégémonie habsbourgeoise, elle devait entrer en guerre elle-même. En mai 1635, la France déclara la guerre à l'Espagne, puis à l'empereur. C'était un pari risqué. L'armée française, bien que nombreuse, n'avait pas l'expérience des vétérans espagnols et impériaux. Les premières campagnes furent décevantes, parfois désastreuses. Les Espagnols envahirent la Picardie, menaçant Paris. Pendant plusieurs années, la France sembla au bord de l'effondrement. Mais Richelieu persista, avec une ténacité qui coûta des centaines de milliers de vies françaises et allemandes. Il mourut en 1642, sans voir la victoire, mais son successeur, le cardinal Mazarin, poursuivit sa politique. Lentement, la supériorité des ressources françaises commença à peser. L'Espagne, épuisée par des décennies de guerre aux Pays-Bas et en Allemagne, ne pouvait plus maintenir l'effort. L'empereur Ferdinand II était mort en 1637, remplacé par son fils Ferdinand III, un homme plus pragmatique, moins idéologue. Le tournant décisif vint en 1643, à Rocroi, dans les Ardennes. Une armée espagnole, composée des fameux tercios qui avaient dominé les champs de bataille européens pendant un siècle et demi, affronta une armée française commandée par le jeune duc d'Enghien, futur Grand Condé. La bataille fut un massacre. Les tercios, ces carrés d'infanterie réputés invincibles, furent encerclés et anéantis. L'Espagne perdit ce jour-là le mythe de son invincibilité, et avec lui, tout espoir de gagner la guerre. Les années suivantes virent la France et la Suède grignoter méthodiquement les positions impériales et espagnoles. Les armées françaises envahirent la Bavière, la Rhénanie, l'Alsace. Les Suédois ravagèrent la Bohême, menaçant Vienne elle-même. L'Allemagne, déjà dévastée par 25 ans de guerre, continuait à saigner, ses populations décimées par les combats, les famines et les épidémies. Car la guerre de 30 ans n'était pas seulement une affaire de bataille et de traités. C'était une catastrophe humanitaire d'une ampleur que l'Europe n'avait pas connue depuis la peste noire du XIVe siècle. Pour comprendre vraiment ce conflit, il faut descendre des hauteurs de la stratégie et de la diplomatie, et regarder ce qui se passait au niveau du sol, dans les villages et les villes où les gens ordinaires tentaient de survivre. Les armées de la guerre de 30 ans étaient des organisations prédatrices. Elles n'étaient pas approvisionnées par des systèmes logistiques centralisés comme les armées modernes. Elles vivaient sur le pays, ce qui signifiait qu'elles prenaient ce dont elles avaient besoin aux populations civiles. Quand une armée arrivait dans une région, les villageois savaient ce qui les attendait. S'ils avaient de la chance, les soldats se contenteraient de réquisitionner la nourriture, le bétail, le fourrage. S'ils n'en avaient pas, les soldats prendraient tout, y compris leur vie. Le pillage était systématique, presque industriel. Les soldats qui n'étaient pas payés, ce qui était fréquent, se payaient eux-mêmes en volant. Ils extorquaient de l'argent aux paysans sous la menace de torture ou de mort. Ils violaient les femmes, parfois devant leur famille. Ils tuaient ceux qui résistaient, ou simplement ceux qui avaient le malheur de se trouver sur leur chemin. Les villages qui n'avaient plus rien à donner étaient incendiés, leurs habitants dispersés ou massacrés. Les sièges étaient particulièrement terribles. Une ville assiégée était coupée de tout approvisionnement. Les prix des denrées alimentaires montaient en flèche. Les pauvres mouraient de faim tandis que les riches épuisaient leurs réserves. Quand la ville tombait, si elle avait résisté, les soldats avaient le droit de la piller pendant un temps déterminé, parfois plusieurs jours. C'était le sac, une orgie de violence où toutes les règles de la société étaient suspendues, où les soldats pouvaient tuer, violer, voler à volonté. Le sac de Magdebourg, en 1631, reste le plus célèbre de la guerre, mais il y en eut des dizaines d'autres. Des villes entières furent effacées de la carte. Des régions prospères furent transformées en désert. Le Mecklembourg, le Palatinat, la Franconie, la Bohême, connurent des pertes de population de 50% ou plus. Certains villages ne furent jamais repeuplés, leurs emplacements marqués seulement par des ruines envahies par la végétation. Les famines étaient endémiques. Les armées confisquaient les récoltes, les semences, le bétail. Les paysans qui n'avaient plus rien à manger mouraient ou s'enfuyaient. Les champs restaient en friche, les villages abandonnés. Les survivants se réfugiaient dans les forêts, mangeant des racines, de l'écorce, parfois des cadavres. Les récits de cannibalisme sont nombreux,
trop nombreux pour être tous des inventions. Les épidémies accompagnaient les armées. La peste, le typhus, la dysenterie se répandaient dans les camps surpeuplés et mal assainis, puis se propageaient aux populations civiles. Les villes assiégées, où les cadavres s'entassaient et l'eau était contaminée, étaient des incubateurs de maladies. On estime que les épidémies tuèrent plus de gens que les combats eux-mêmes. Et il y avait la sorcellerie. Dans ce monde bouleversé par la guerre, où les repères traditionnels s'effondraient, où la mort frappait au hasard, les gens cherchaient des explications. Pourquoi cette catastrophe? Qui était responsable? Les accusations de sorcellerie, déjà fréquentes avant la guerre, explosèrent. Des milliers de personnes, surtout des femmes, furent accusées de commerce avec le diable, torturées jusqu'à avouer, brûlées sur les places publiques. La guerre de 30 ans fut aussi l'apogée de la chasse aux sorcières en Europe. Les témoignages des survivants nous donnent un aperçu de cet enfer. Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, un jeune homme qui vécut la guerre comme soldat et comme victime, publia après la paix un roman intitulé Les Aventures de Simplicissimus, considéré comme le premier grand roman allemand. Ce livre, mi-autobiographique, mi-fictif, décrit avec une précision horrible la vie quotidienne pendant la guerre. Simplicissimus voit son village détruit, ses parents torturés et tués, les femmes de sa famille violées. Il erre dans une Allemagne dévastée, tour à tour mendiant, soldat, bouffon, ermite. Son récit est à la fois satirique et désespéré, la chronique d'un monde devenu fou. Un autre témoignage frappant est celui de Peter Hagendorf, un simple soldat mercenaire qui tint un journal tout au long de la guerre. Hagendorf servit dans différentes armées, catholiques et protestantes, au gré des circonstances et de la solde. Son journal, découvert au XIXe siècle, est un document unique sur la vie des soldats ordinaires. Il raconte les marches interminables, la faim, le froid, les combats, les pillages. Il raconte aussi les femmes qu'il rencontra, les enfants qu'il engendra et perdit, les camarades qui moururent à ses côtés. C'est une chronique sans héroïsme ni horreur excessive, simplement le récit d'un homme ordinaire essayant de survivre dans des circonstances extraordinaires. Vers le milieu des années 1640, tout le monde était épuisé. L'empereur Ferdinand III, qui avait succédé à son père en 1637, comprenait que la victoire totale était impossible. La France et la Suède, malgré leurs propres difficultés, semblaient capables de continuer indéfiniment. L'Espagne, saignée par les guerres aux Pays-Bas, en Italie et contre la France, ne pouvait plus soutenir l'effort impérial. Les princes allemands, catholiques et protestants confondus, n'aspiraient plus qu'à la paix, quel qu'en fût le prix. Même les généraux les plus belliqueux, ceux qui avaient passé leur vie entière à faire la guerre, commençaient à douter que leur victoire mènerait jamais à une conclusion. Des négociations de paix avaient commencé dès 1644, dans deux villes de Westphalie, Münster et Osnabrück. Le choix de deux villes séparées reflétait les divisions qui persistaient même dans la recherche de la paix. Les catholiques négociaient à Münster, les protestants à Osnabrück. Les ambassadeurs faisaient la navette entre les deux villes, porteurs de propositions et de contre-propositions, dans un ballet diplomatique d'une complexité sans précédent. Ces négociations furent les plus vastes que l'Europe ait jamais connues. Plus de 100 délégations y participèrent, représentant l'empereur, les rois de France, de Suède, d'Espagne, les princes allemands, les villes libres impériales, même des puissances lointaines comme Venise ou les Provinces-Unies qui avaient des intérêts dans le règlement. Chaque délégation avait ses propres objectifs, ses propres lignes rouges, ses propres rivalités internes. Les questions de préséance, ces disputes ridicules sur qui devait passer les portes en premier ou qui devait s'asseoir plus haut que les autres, consumaient des mois de négociations. Le simple fait de mettre tout le monde d'accord sur les procédures prenait un temps infini. Pendant que les diplomates négociaient, la guerre continuait. Les armées françaises et suédoises poursuivaient leurs offensives, cherchant à améliorer leur position avant la signature de la paix. Les batailles de Janco en 1645 et de Zusmarsosan en 1648 virent de nouvelles défaites impériales. Les Suédois assiégèrent Prague, prenant une partie de la ville avant que l'armistice ne les arrête. Chaque victoire ou défaite sur le terrain se répercutait sur les négociations, renforçant ou affaiblissant les positions des différentes parties. Les négociations durèrent 4 ans, de 1644 à 1648. 4 ans de discussions, de disputes, de compromis laborieux. Les questions à résoudre étaient immenses. Il fallait déterminer les frontières territoriales, redistribuer des provinces entières. Il fallait régler la question religieuse, décider quels territoires seraient catholiques, lesquels protestants, lesquels mixtes. Il fallait établir des principes pour l'avenir, des règles qui empêcheraient le retour du chaos. Et il fallait satisfaire les ambitions des vainqueurs, la France et la Suède, tout en préservant ce qui pouvait l'être de l'ordre impérial. Les traités de Westphalie, signés finalement en octobre 1648, furent deux documents distincts mais complémentaires. Le traité de Münster régla les relations entre l'empereur et la France, ainsi qu'entre l'Espagne et les Provinces-Unies,
qui obtinrent enfin la reconnaissance de leur indépendance après 80 ans de guerre. Le traité d'Osnabrück régla les relations entre l'empereur et la Suède, ainsi que les questions constitutionnelles et religieuses internes à l'Empire. Sur le plan territorial, la France fut la grande gagnante. Elle obtint l'Alsace, ou du moins une partie complexe de droit sur l'Alsace qui lui donnerait le prétexte de futures annexions. Elle obtint la confirmation de sa possession des 3 évêchés, Metz, Toul et Verdun, qu'elle occupait depuis près d'un siècle. Elle obtint des places fortes stratégiques qui lui permettaient d'intervenir à volonté dans les affaires allemandes. La France de Louis XIV, qui monterait sur le trône quelques années plus tard, hériterait d'une position dominante en Europe, fruit des sacrifices consentis pendant la guerre de 30 ans. La Suède obtint également des gains substantiels. Elle reçut la Poméranie occidentale, donnant au royaume scandinave un pied permanent sur le continent européen. Elle reçut les évêchés sécularisés de Brême et de Verden, lui donnant le contrôle des embouchures de l'Elbe et de la Weser. Elle reçut une indemnité financière considérable, 5 millions de thalers, pour payer et démobiliser ses armées. La Baltique devenait effectivement un lac suédois, le Mare Nostrum du Nord. Les princes allemands, grands et petits, obtinrent ce qu'ils avaient toujours voulu, la confirmation de leur souveraineté. Le traité reconnaissait explicitement leur droit de conclure des alliances avec des puissances étrangères, pourvu que ces alliances ne soient pas dirigées contre l'empereur ou l'empire. C'était une limitation de façade qui ne trompait personne. Dans les faits, les princes devenaient des souverains indépendants, libres de mener leur propre politique étrangère. L'empire n'était plus qu'une coquille vide, une fiction juridique maintenue par habitude plutôt que par nécessité. La question religieuse fut réglée par un compromis qui, pour la première fois, reconnaissait le calvinisme au même titre que le catholicisme et le luthéranisme. Le principe cuius regio, eius religio était maintenu, mais avec des modifications importantes. L'année de référence était fixée à 1624. Les territoires qui étaient protestants en 1624 resteraient protestants, ceux qui étaient catholiques resteraient catholiques. Cette disposition gelait la carte religieuse de l'Allemagne, empêchant de futures guerres de conversion. Elle créait aussi des anomalies bizarres, des enclaves protestantes en territoire catholique et vice-versa, qui persisteraient pendant des siècles. Plus important encore, le traité établissait des protections pour les minorités religieuses. Dans les territoires mixtes, les sujets de la confession minoritaire avaient le droit de pratiquer leur culte en privé, de posséder des cimetières, d'éduquer leurs enfants dans leur foi. Ils ne pouvaient pas être expulsés pour des raisons religieuses. C'était une révolution conceptuelle, la première reconnaissance formelle que des personnes de religions différentes pouvaient coexister au sein d'un même État. Les guerres de religion, qui avaient déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle, étaient officiellement terminées. Mais l'aspect le plus révolutionnaire des traités de Westphalie n'était pas territorial ni religieux. C'était conceptuel. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un traité international reconnaissait explicitement la souveraineté des États, leur droit de gérer leurs affaires internes sans ingérence extérieure. Le pape Innocent X, furieux d'avoir été exclu des négociations, publia une bulle condamnant les traités comme nuls, vides, invalides, iniques, injustes, damnables, réprouvés, insensés. Personne n'en tint compte. L'autorité du pape sur les affaires politiques européennes, déjà affaiblie par la réforme, était définitivement morte. Cette reconnaissance de la souveraineté étatique était la naissance du système international moderne. Avant Westphalie, l'Europe était théoriquement unie sous l'autorité spirituelle du pape et l'autorité temporelle de l'empereur. Ces autorités universelles prétendaient avoir le droit d'intervenir dans les affaires de n'importe quel royaume chrétien. Après Westphalie, chaque État était maître chez lui. Aucune autorité supérieure ne pouvait lui dicter sa conduite. Les relations entre États n'étaient plus régies par une hiérarchie divine, mais par des négociations entre égaux souverains. Ce système westphalien, comme les politologues l'appellent aujourd'hui, est resté le fondement des relations internationales jusqu'à nos jours. Quand les diplomates parlent de souveraineté nationale, de non-ingérence dans les affaires intérieures, d'égalité juridique des États, ils utilisent des concepts qui furent codifiés pour la première fois à Münster et Osnabrück en 1648. Les Nations Unies elles-mêmes, fondées 3 siècles plus tard, reposent sur des principes westphaliens. L'article 2 de la Charte des Nations Unies stipule que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. C'est une phrase qui aurait été parfaitement compréhensible pour les diplomates de 1648. Bien sûr, le système westphalien n'a jamais fonctionné parfaitement. Les grandes puissances ont continué à intervenir dans les affaires des petites, la souveraineté restant plus théorique que réelle pour les États faibles. Les guerres n'ont pas cessé, bien au contraire. Le XVIIIe siècle vit des conflits incessants entre les puissances européennes, culminant dans les guerres de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. Mais ces guerres étaient différentes de celles qui les avaient précédées. Elles n'étaient plus des croisades religieuses, mais des conflits d'intérêts entre États souverains. La religion avait cessé d'être un casus belli acceptable en Europe.
Cette sécularisation des relations internationales était peut-être le legs le plus important de Westphalie. La guerre de 30 ans avait montré où menait le fanatisme religieux, à la destruction de civilisations entières, au massacre de millions de personnes, à la ruine de régions qui avaient mis des siècles à se développer. Les Européens qui avaient vécu cette catastrophe en tirèrent une leçon, il fallait séparer la religion de la politique étrangère. On pouvait croire ce qu'on voulait en matière de foi, mais on ne pouvait plus faire la guerre pour imposer ses croyances aux autres. Cette leçon ne fut pas apprise immédiatement ni universellement. Les persécutions religieuses continuèrent dans de nombreux pays. Louis XIV révoqua l'édit de Nantes en 1685, chassant les protestants de France. Les catholiques furent persécutés en Angleterre et en Irlande pendant des siècles. Mais à l'échelle internationale, les guerres de religion étaient terminées. Aucun État européen n'envahirait plus un autre pour le convertir. Le pluralisme religieux, imposé par l'épuisement plutôt que par la conviction, était devenu la norme. Mais quel fut le coût de cette leçon? Les chiffres de la guerre de 30 ans sont difficiles à établir avec précision, car les registres de l'époque étaient incomplets et souvent détruits par les combats eux-mêmes. Mais les estimations des historiens modernes sont terrifiantes. La population de l'Empire, qui était peut-être de 21 millions d'habitants en 1618, était tombée à environ 13 millions en 1648. 8 millions de morts, près de 40% de la population, avaient péri en 30 ans de guerre. Ces chiffres globaux masquent des variations régionales encore plus extrêmes. Certaines régions, comme la Suisse ou les Pays-Bas autrichiens, furent relativement épargnées. D'autres furent littéralement anéanties. Le Mecklembourg perdit peut-être 80% de sa population. Le Palatinat, théâtre de combats répétés, vit sa population tomber de plus de moitié. La Bohême, berceau du conflit, perdit entre un tiers et la moitié de ses habitants. Certaines régions de Franconie, de Thuringe, de Poméranie, furent si dévastées qu'elles ne retrouvèrent leur population d'avant-guerre qu'au XIXe siècle, 200 ans plus tard. Comment expliquer des pertes aussi cataclysmiques? Les batailles elles-mêmes, aussi sanglantes fussent-elles, ne tuaient que quelques milliers d'hommes à la fois, des soldats pour la plupart. La grande majorité des morts étaient des civils, victimes non pas des combats directs, mais de leurs conséquences indirectes. Les famines causées par la destruction des récoltes et du bétail. Les épidémies propagées par les armées en mouvement et les populations déplacées. Les massacres perpétrés lors des pillages et des sacs de villes. L'effondrement des structures sociales qui, en temps normal, permettaient aux communautés de survivre aux crises. La destruction économique fut tout aussi dévastatrice. Des villes florissantes furent réduites à des ruines inhabitées. Augsbourg, qui avait été l'une des plus riches cités de l'Empire, perdit les 3/4 de sa population. Magdebourg, anéanti en 1631, ne se releva jamais vraiment. Des régions agricoles prospères retournèrent à l'état sauvage, les champs abandonnés se couvrant de broussailles et de forêts. Le commerce, qui avait fait la richesse de l'Allemagne au Moyen Âge et à la Renaissance, s'effondra. Les routes commerciales se déplacèrent vers l'ouest, vers les ports atlantiques de France, des Pays-Bas, d'Angleterre. L'Allemagne, qui avait été le cœur économique de l'Europe, devint une périphérie appauvrie. La destruction culturelle accompagnait la destruction matérielle. Des bibliothèques furent brûlées, des universités fermées, des savants dispersés ou tués. La vie intellectuelle allemande, qui avait brillé pendant la Renaissance et les premiers temps de la Réforme, s'étiola. Il faudrait attendre le XVIIIe siècle pour que l'Allemagne retrouve une place significative dans la culture européenne. La musique de Bach, la philosophie de Kant, la littérature de Goethe émergèrent d'une nation qui avait passé un siècle à se remettre du traumatisme de la guerre de 30 ans. Les traumatismes psychologiques sont plus difficiles à mesurer, mais ils étaient certainement profonds. Une génération entière avait grandi dans un monde de violence, de faim, de mort omniprésente. Les enfants nés en 1618 avaient 30 ans à la fin de la guerre. Ils n'avaient jamais connu la paix. Leurs souvenirs d'enfance étaient des souvenirs de fuite, de cachette dans les forêts, de parents tués ou emmenés. Comment une société se remet-elle d'un tel traumatisme? Comment des gens qui ont vu les pires atrocités que l'humanité peut commettre peuvent-ils reconstruire une vie normale? La réponse, dans le cas de l'Allemagne, fut une combinaison de résilience et de refoulement. Les survivants reconstruisirent leurs villages, replantèrent leurs champs, repeuplèrent leurs villes. Ils se marièrent, eurent des enfants, transmirent la vie à une nouvelle génération. Mais ils parlèrent peu de ce qu'ils avaient vécu. La mémoire de la guerre de 30 ans, si présente dans les décennies qui suivirent la paix, s'estompa progressivement. Elle devint une histoire abstraite, un chapitre dans les manuels scolaires, plutôt qu'une blessure vivante. Ce n'est qu'au XXe siècle, après les catastrophes des 2 guerres mondiales, que les Allemands redécouvrirent la guerre de 30 ans. Ils y virent un précédent, une preuve que leur pays avait déjà connu et survécu à des destructions comparables. La mémoire de 1618 à 1648 devint un élément de l'identité allemande, un rappel que même les pires catastrophes peuvent être surmontées, que la reconstruction est toujours possible.
Mais que reste-t-il vraiment de la guerre de 30 ans dans notre monde contemporain? Au-delà des principes westphaliens, qui structurent encore les relations internationales, quels sont les héritages durables de ce conflit? Le premier héritage est la fragmentation politique de l'Allemagne. Avant la guerre, le Saint-Empire romain germanique était certes décentralisé, mais il conservait une certaine cohérence. Après Westphalie, cette cohérence avait disparu. L'Allemagne était devenue une mosaïque de plus de 300 États souverains, du puissant électorat de Brandebourg au minuscule comté de quelques villages. Cette fragmentation persista jusqu'à l'unification bismarckienne de 1871, plus de 2 siècles plus tard. Elle explique pourquoi l'Allemagne fut le dernier des grands États européens à s'unifier, et pourquoi cette unification tardive prit une forme si différente de celle des autres nations. Le deuxième héritage est l'équilibre des puissances européennes. Westphalie consacra un système où aucune puissance unique ne pouvait dominer le continent. La France était puissante, mais elle était contrebalancée par les Habsbourg, qui conservaient l'Autriche, la Bohême et la Hongrie. La Suède dominait la Baltique, mais elle était contrebalancée par le Danemark et les puissances maritimes. Ce système d'équilibre, conscient et délibéré, devint le principe directeur de la diplomatie européenne pour les siècles suivants. Les coalitions se formaient et se reformaient pour empêcher toute hégémonie. Ce n'est qu'avec les guerres napoléoniennes, puis avec les guerres mondiales du XXe siècle, que ce système s'effondra. Le troisième héritage est la professionnalisation des armées et de la diplomatie. La guerre de 30 ans avait montré les limites des armées de mercenaires, indisciplinées, imprévisibles, aussi dangereuses pour leurs employeurs que pour leurs ennemis. Les États qui émergèrent de la guerre développèrent progressivement des armées permanentes, composées de soldats professionnels soumis à une discipline stricte, payés régulièrement, logés dans des casernes plutôt que chez l'habitant. Cette évolution prit du temps, mais elle était en germe dans les réformes de Gustave Adolphe et dans les leçons tirées des excès des armées de Wallenstein. De même, la diplomatie se professionnalisa. Les négociations de Westphalie avaient montré l'importance de diplomates compétents, capables de naviguer dans des situations complexes, de maintenir des négociations sur des années, de trouver des compromis acceptables pour toutes les parties. Les États développèrent des corps diplomatiques permanents, des ministères des Affaires étrangères, des protocoles et des conventions qui régiraient les relations internationales. Le métier de diplomate, qui n'existait guère avant le XVIIe siècle, devint une profession reconnue et respectée. Le quatrième héritage, plus controversé, est l'idée de raison d'État. Richelieu avait démontré qu'un État pouvait poursuivre ses intérêts indépendamment de considérations morales ou religieuses. La France catholique s'était alliée aux protestants suédois et allemands contre les Habsbourg catholiques. Les intérêts de l'État primaient sur les solidarités confessionnelles. Cette doctrine, scandaleuse pour beaucoup de contemporains, devint la norme de la politique étrangère moderne. Les États agiraient désormais selon leurs intérêts, non selon leurs principes. Le cynisme érigé en méthode de gouvernement. Ce réalisme politique, comme on l'appellerait plus tard, avait des avantages et des inconvénients. Il réduisait l'idéalisme fanatique qui avait conduit aux guerres de religion. Mais il ouvrait aussi la porte à des calculs froids où la moralité n'avait pas de place, où les populations étaient sacrifiées aux intérêts de leurs dirigeants sans état d'âme. La guerre de 30 ans avait été terrible, mais elle avait au moins été menée au nom de principes, aussi dévoyés fussent-ils. Les guerres du XVIIIe siècle, menées pour des territoires, des successions, des avantages commerciaux, seraient peut-être moins destructrices, mais elles seraient aussi plus cyniques. Un dernier héritage mérite d'être mentionné, la mémoire elle-même. La guerre de 30 ans est restée dans la conscience européenne comme l'archétype de la catastrophe, le spectre qu'on invoque quand on veut décrire le pire. Quand les Européens du XXe siècle cherchèrent des précédents pour les destructions des guerres mondiales, ils se tournèrent vers 1618 à 1648. Quand les commentateurs contemporains veulent avertir contre les dangers des guerres civiles religieuses ou ethniques, ils citent la guerre de 30 ans. Ce conflit est devenu un mythe, au sens fort du terme, un récit fondateur qui structure notre compréhension du monde. Alors, qui a gagné la guerre de 30 ans? La question est presque absurde tant la réponse semble évidente, personne. L'empereur Ferdinand II voulait restaurer le catholicisme dans l'Empire et renforcer l'autorité impériale. Il échoua sur les deux tableaux. Les princes protestants voulaient préserver leur liberté et leur foi. Ils y parvinrent, mais au prix de la destruction de leur territoire. La France voulait affaiblir les Habsbourg. Elle y réussit, mais en sacrifiant des centaines de milliers de ses propres soldats et en ruinant ses finances. La Suède voulait dominer la Baltique. Elle obtint des territoires, mais se retrouva engagée dans des conflits européens qui finiraient par l'épuiser. Les seuls vrais gagnants, si l'on peut employer ce terme, furent les populations qui survécurent et leurs descendants. Ils héritèrent d'un monde où les guerres de religion étaient terminées, où la coexistence entre confessions était possible, où les États étaient souverains et égaux. Ce monde n'était pas parfait. Il connaîtrait d'autres guerres, d'autres catastrophes. Mais il était plus stable, plus prévisible,
plus vivable que le monde de 1618. La paix de Westphalie, arrachée à 30 ans de carnage, posa les fondations d'un ordre européen qui durerait, avec des modifications, jusqu'au XXe siècle. C'est peut-être la leçon la plus importante de la guerre de 30 ans. Les catastrophes les plus terribles peuvent engendrer les changements les plus positifs. L'Europe qui émergea de 1648 était traumatisée, appauvrie, décimée. Mais elle avait appris, au prix fort, des leçons que des générations plus heureuses n'avaient jamais pu apprendre. Elle avait appris que le fanatisme religieux mène à la destruction mutuelle. Elle avait appris que la coexistence, même imparfaite, vaut mieux que la guerre totale. Elle avait appris que les États doivent être traités comme des égaux souverains, sous peine de conflits interminables. Ces leçons, nous les avons héritées. Le monde dans lequel nous vivons, avec ses États souverains, ses organisations internationales, ses traités et ses conventions, est le descendant direct du monde créé à Westphalie. Chaque fois que nous invoquons le droit international, que nous parlons de souveraineté nationale, que nous appelons à la résolution pacifique des conflits, nous utilisons des concepts qui furent forgés dans le sang et les larmes de la guerre de 30 ans. Si cette exploration de l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire vous a captivé, si vous voulez continuer à découvrir ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Chaque semaine, nous voyageons ensemble à travers le temps, découvrant les histoires que les manuels scolaires oublient souvent de raconter. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et dites-moi d'où vous la regardez. Je suis toujours fasciné de voir combien nous sommes nombreux, aux quatre coins du monde, à partager cette passion pour le passé. Et si vous avez apprécié ce voyage dans l'Europe déchirée du XVIIe siècle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, aime comprendre comment le monde est devenu ce qu'il est. L'histoire n'est pas une collection de dates et de noms à mémoriser. C'est le récit de vies humaines, de souffrance et d'espoir, de destruction et de reconstruction. C'est notre histoire à tous, l'héritage que nous portons sans toujours le savoir. La prochaine fois que vous entendrez parler de souveraineté nationale, de non-ingérence dans les affaires intérieures, d'équilibre des puissances, pensez aux diplomates de Münster et d'Osnabrück qui inventèrent ces concepts il y a près de 4 siècles. Pensez aux millions de morts qui rendirent ces concepts nécessaires. Pensez aux survivants qui reconstruisirent leur vie dans les ruines de l'Allemagne dévastée. Et pensez à nous, leurs héritiers, qui vivons dans le monde qu'ils ont créé. Car c'est cela, finalement, que nous faisons ici. Nous explorons le passé pour comprendre le présent. Nous étudions les catastrophes d'autrefois pour éviter celles de demain. Nous écoutons les voix des morts pour mieux entendre celles des vivants. L'histoire n'est pas une évasion du monde réel. C'est la clé pour le comprendre. La guerre de 30 ans fut une tragédie, une catastrophe, un crime contre l'humanité avant que ce terme n'existe. Mais de ces cendres naquit quelque chose de nouveau. Un système international fondé sur le respect mutuel des souverainetés, sur la coexistence des différences, sur la préférence pour la négociation plutôt que la guerre. Ce système est imparfait. Il a connu des échecs terribles, dont les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Mais il reste le meilleur que nous ayons inventé, et il prend ses racines dans les traités signés à Westphalie en 1648. Personne n'a gagné la guerre de 30 ans. Mais d'une certaine manière, nous en avons tous bénéficié. Le prix payé par nos ancêtres, ce prix terrible de 8 millions de morts, n'a pas été payé en vain. Il a acheté un monde où les guerres de religion sont devenues impensables, où les États se reconnaissent mutuellement comme égaux, où la diplomatie a remplacé, au moins partiellement, la violence comme mode de résolution des conflits. C'est un héritage précieux, et il vaut la peine de s'en souvenir. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les couloirs du temps. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que même les pires catastrophes peuvent engendrer les plus grands progrès, à condition que nous sachions en tirer les leçons.